Aujourd'hui, dans ce podcast Vivre avec le TDAH de la Fondation Pôle Autisme, on va aborder un sujet qui est essentiel, mais dont on parle assez peu. C'est l'autostigmatisation. Oui, c'est un sujet souvent invisible. On connaît bien les symptômes du TDAH, mais il y a tout ce poids du regard des autres, et surtout, le regard qu'on finit par porter sur soi-même. Exactement. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça, de comprendre comment on peut en arriver à croire et même à intégrer les préjugés négatifs qui nous entourent. C'est un point absolument central, oui. On ne parle pas juste de se sentir mal dans sa peau, non, c'est un vrai processus psychologique qui est très bien documenté, avec des conséquences bien réelles. Et pour ça, on va s'appuyer sur des recherches assez récentes, n'est-ce pas? Tout à fait. Des publications sérieuses dans des revues comme le Journal of Attention Disorders ou Scientific Reports. On va notamment parler des travaux d'équipe au Canada ou ici en Suisse, comme celle de Kristina Jelinkova ou d'Andréane Filion-Kenval. Parfait. Alors, pour que tout le monde nous suive bien, commençons par le début. La stigmatisation, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors la recherche, elle distingue deux choses. D'abord, il y a ce qu'on appelle la stigmatisation publique ou sociale. C'est ce qui vient de l'extérieur. Les clichés, les idées reçues. C'est ça. Ça repose sur trois piliers. D'abord, les stéréotypes. Ce sont les croyances négatives. Par exemple, les jeunes avec un TDAH sont juste paresseux. D'accord. Ensuite, il y a les préjugés. Là, c'est la réaction émotionnelle, l'agacement, la méfiance que ce stéréotype provoque. Et enfin, le troisième pilier, c'est la discrimination. C'est le comportement. Ah oui, l'acte concret. Exactement. L'enseignant qui va moins aider un élève, les camarades qui vont l'exclure du groupe, ça, c'est la stigmatisation sociale, la pression extérieure. Et donc, l'autostigmatisation, c'est quand cette pression, elle rentre à l'intérieur. C'est la matière première, on peut dire. L'autostigmatisation, c'est l'étape d'après. C'est le processus par lequel la personne va absorber tout ça. Les modèles, notamment ceux de Corrigan et Rao, décrivent ça en 3 temps. 3 étapes clés. Oui. D'abord, la personne prend conscience des stéréotypes. Elle les entend, elle les voit partout. D'accord, elle les identifie. Deuxièmement, et c'est là que ça bascule, elle finit par être d'accord avec. Elle se dit il y a peut-être un fond de vérité là-dedans. Et la 3e étape, j'imagine que c'est la pire. C'est la plus dommageable, oui. C'est quand elle se les applique à elle-même. C'est terrible comme cheminement. Ça passe de «les gens pensent ça» à Ah, je suis ça. Ça passe de on dit que les jeunes avec un TDAH manquent de volonté à c'est vrai que je pourrais faire plus d'efforts pour finir par donc je suis paresseux. Et voilà. le piège s'est refermé. Et les conséquences documentées par ces études, elles sont lourdes, j'imagine. Extrêmement lourde, on a un lien direct avec une baisse de l'estime de soi, une hausse des symptômes dépressifs, une qualité de vie qui chute, ça mène à l'isolement et surtout ça peut tuer la motivation. Justement, vous parliez de ça, il y a un concept dans les articles qui m'a marqué, l'effet «à quoi bon essayer», le «why try effect». Oui, c'est un concept de Corrigan. C'est très parlant. L'idée, c'est que si on a intégré la croyance qu'on est incapable, logiquement, on réduit ses efforts. C'est logique en effet. Pourquoi s'acharner sur un devoir si on est intimement convaincu qu'on est nul et qu'on va échouer de toute façon? Ça devient une prophétie autoréalisatrice. Et ça doit être une barrière énorme pour aller chercher de l'aide. Évidemment, à quoi bon se faire aider pour un truc qu'on voit comme un défaut de sa personnalité, quelque chose d'immuable? Cet effet «à quoi bon», ça doit être particulièrement dévastateur chez les jeunes qui sont en pleine construction. Ils sont en première ligne. Parce que les symptômes du TDAH, par leur nature, exposent très tôt au jugement social. Une étude de Furmayer, par exemple, montrait que ça peut mener au rejet par les autres dès l'enfance. Donc ils reçoivent un feedback négatif quasi constant. C'est ça, harcèlement, isolement, le sentiment d'être différent, c'est le quotidien de beaucoup de jeunes. Et il y a une étude très récente de 2024 de Kristina Jelinkova qui apporte une nuance très très intéressante sur les symptômes. Ah oui, c'est un point absolument crucial. Sa recherche montre que ce sont surtout les symptômes d'inattention, plus que l'hyperactivité ou l'impulsivité, qui prédisent un fort niveau d'autostigmatisation. C'est contre-intuitif. On pourrait penser que c'est l'hyperactivité plus visible qui attire le plus de jugement. On pourrait, mais l'hypothèse est que les jeunes avec un profil plus inattentif sont souvent plus en retrait, moins dans l'affirmation de soi, peut-être plus vulnérables à l'internalisation des critiques. Moins dans l'opposition en quelque sorte. Voilà.
Un jeune plus hyperactif va peut-être réagir avec colère, avec opposition, ce qui, paradoxalement, peut le protéger un peu de cette internalisation. Ça me fait penser à un autre concept très fort, d'une autre publication, celle d'Adi Stern et Liron Lamache. Ils parlent d'engloutissement. Oui, engulfment en anglais, l'engloutissement. C'est ce sentiment d'être complètement submergé, défini par son diagnostic. Et c'est le moment où on n'est plus une personne qui a un TDAH, mais... Les symptômes d'inattention qui sont les plus fortement liés à ce sentiment. Mais le point le plus fou de leur recherche, c'est que ce sentiment d'engloutissement était un meilleur prédicteur d'une mauvaise qualité de vie que la sévérité des symptômes eux-mêmes. C'est qu'une idée vraiment puissante. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le trouble en lui-même qui pèse, c'est la manière dont on le vit, la place qu'il prend dans l'histoire qu'on se raconte sur soi. Donc l'expérience psychologique du trouble peut être plus lourde que sa réalité neurobiologique. Dans certains cas, oui, se sentir totalement défini par cette étiquette, c'est parfois plus délétère pour le bien-être que les défis quotidiens du trouble. Et ce poids, il ne pèse pas que sur les jeunes. Les parents aussi sont en première ligne. Absolument. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation par courtoisie ou stigmate d'affiliation. Le stigmate s'étend aux proches. Et les fameuses remarques sur l'éducation. Exactement. Les recherches de Docerise, par exemple, montrent que les parents se sentent constamment jugés, blâmés pour les difficultés de leur enfant. Ils entendent il suffirait de le tenir un peu mieux, ce genre de choses. Et comme leurs enfants, ils peuvent finir par y croire. C'est ça qui mène à l'autostigmatisation parentale. Ils finissent par intégrer cette culpabilité. Une étude de 2021 a montré le lien direct avec une baisse de leur propre estime de soi, plus de stress, de détresse. Et ça ne s'arrête pas là. Une autre étude de l'équipe de Jelinkova, de 2025, a révélé quelque chose d'encore plus subtil. L'autostigmatisation du parent change la façon dont il voit son propre enfant. C'est une découverte capitale. Vraiment, l'étude montre que plus un parent a un niveau élevé d'autostigmatisation, moins il est capable de percevoir les forces de son enfant. C'est comme s'il mettait des lunettes déformantes. C'est exactement ça. Un filtre négatif. Le parent est tellement absorbé par le problème, par sa propre culpabilité, qu'il en devient aveugle aux qualités, aux talents de son enfant. Particulièrement dans des domaines comme les compétences intrapersonnelles, la connaissance de soi. On voit bien certains vicieux qui s'installent. Les préjugés de la société créent une autostigmatisation chez le jeune. En parallèle, les mêmes préjugés en créent une chez les parents, ce qui les empêche de voir les forces de leur enfant, ce qui renforce le sentiment négatif du jeune. C'est un véritable piège. C'est un piège, oui. La question, c'est comment on en sort? Heureusement, la recherche ne fait pas que décrire le problème. Elle propose aussi des pistes de solutions qui sont claires et qui s'adressent à la fois aux familles et à la société. Commençons par la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? La toute première étape, la base de tout, c'est la psychoéducation. Comprendre de quoi on parle. Simplement ça. Comprendre que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental avec des bases biologiques. Ça permet déjà de déconstruire le mythe du manque de volonté, du problème de caractère. C'est un changement de regard radical. On passe de «je suis mauvais» à «mon cerveau fonctionne différemment». D'accord, ça c'est le socle. Et ensuite, les sources parlent d'interventions plus ciblées. Oui, par exemple, la restructuration cognitive. Il s'agit d'apprendre à repérer ses pensées automatiques négatives. Le fameux «je suis nul», «je n'y arriverai jamais». Exactement. Et apprendre à les questionner, activement. Un jeune qui pense j'ai encore oublié mon devoir, je suis un raté », peut apprendre à se dire ok, est-ce que cet oubli fait de moi un raté ou est-ce que c'est ma mémoire de travail qui est affectée par mon TDAH qui m'a joué un tour? On passe d'un jugement sur la personne à une analyse du problème. Et à une recherche de solutions. Quelle stratégie je peux mettre en place pour la prochaine fois? C'est beaucoup plus constructif. Une autre piste, c'est le soutien par les pairs. Ah ça, son pouvoir est immense. Créer des groupes où les jeunes ou les parents peuvent échanger, ça brise l'isolement. C'est une chose de lire qu'on n'est pas seul. C'en est une autre de l'entendre de vive voix. Exactement. D'entendre un autre parent décrire la même galère le soir pour les devoirs, avec la même fatigue. Ce moment de validation, c'est un antidote puissant à la honte. On normalise, on partage des stratégies. Et il y a une troisième piste qui semble répondre directement au problème de l'engloutissement. Oui, c'est de travailler activement à développer une identité qui soit riche, qui soit multifacette. Aider le jeune à se voir comme un artiste, un sportif, un ami fidèle. C'est ça, pour que le diagnostic ne soit qu'un chapitre de son histoire, pas toute l'histoire. Toutes ces pistes, on dirait qu'elles convergent vers une idée qui prend de plus en plus de place dans la recherche. L'approche centrée sur les forces. Absolument.
C'est le fil rouge des publications les plus récentes. Au lieu de se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas, sur les déficits, On change de perspective. on identifie, on valorise et on s'appuie sur les forces, les talents. Et il y en a. La créativité, la pensée hors du cadre, une grande énergie, une capacité d'hyperconcentration sur un sujet passionnant. C'est un changement complet de narration. Pour le parent, on passe de comment je gère ce problème à comment je nourris ce talent. Et pour le jeune, ça construit la résilience, la confiance. L'étude de Jelinkova faisait ce lien très clair. Réduire l'auto-stigmatisation du parent l'aide à mieux voir les forces de son enfant. C'est un cercle vertueux cette fois. Et ça a un impact direct sur l'emboutissement, j'imagine. Bien sûr, l'étude de Stern et Lamache montrait que les expériences sociales positives, se sentir accepté, soutenu, c'était un facteur clé pour une intégration saine du diagnostic. Quand l'environnement valorise la personne pour ses forces, le diagnostic redevient ce qu'il doit être. Une information utile, pas une étiquette. Ce travail au niveau familial est crucial, mais il se fait dans une société qui continue, elle, de produire des préjugés. Comment on s'attaque à la source du problème? C'est la question fondamentale, oui. On peut donner des seaux pour écoper, mais à un moment, il faut fermer le robinet. La meilleure prévention contre l'autostigmatisation, c'est de lutter contre la stigmatisation publique. Et pour ça, 2 grands axes, si j'ai bien compris. C'est ça. Le premier, c'est l'information, la sensibilisation du grand public, des enseignants, des employeurs. Dépasser les clichés pour expliquer la réalité neurodéveloppementale du TDAH. Et le deuxième axe, c'est la formation des professionnels. Oui, il est essentiel de former les médecins, les psychologues, les enseignants, et pas seulement sur les faits, mais sur la manière de communiquer. Une communication non stigmatisante, bienveillante. La façon d'annoncer un diagnostic, les mots utilisés. Tout ça a une importance capitale. Ces moments veulent soit renforcer le stigmate, soit poser les bases d'un accompagnement basé sur la confiance et les forces de la personne. Si on devait synthétiser, pour conclure, les messages clés de toutes ces recherches. Je dirais qu'il y en a 4. Premièrement, l'autostigmatisation, ce n'est pas juste avoir le moral à zéro. Non, c'est un processus psychologique très concret, avec des conséquences graves. D'accord, ce n'est pas à prendre à la légère. Deuxièmement, chez les jeunes, elle est très liée aux symptômes d'inattention et peut mener à ce dangereux sentiment d'engloutissement identitaire qui mène à l'effet « à quoi bon ?» Troisièmement, les parents. Ils ne sont pas épargnés. La stigmatisation qu'ils subissent peut devenir une auto-stigmatisation qui affecte leur bien-être et leur vision de leur enfant. Et enfin, le 4e point le plus important. Le message d'espoir. C'est que ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions validées par la recherche, la psychoéducation, le soutien par les pairs et surtout ce changement de perspective vers les forces. Ce sont des outils puissants pour construire la résilience. Ce podcast vous est proposé par la Fondation Pôle-Autisme. Au fond, le cœur du sujet, c'est de changer l'histoire. L'histoire que la société raconte, celle que les parents se racontent, et surtout celle que l'enfant se raconte à lui-même. Ça amène à une réflexion finale en fait. On a mis beaucoup d'énergie à développer des outils pour gérer les déficits du TDAH. Et si l'intervention la plus puissante au final, c'était simplement de changer la lorgnette. Et si apprendre à voir et à nommer les forces, ce n'était pas juste un plus, mais peut-être le mécanisme principal pour construire une identité saine, malgré les défis. Merci d'avoir écouté Vivre avec le TDAH, produit par le Dr Stéphane Eliès pour la Fondation Pôle-Autisme. Prenez soin de vous,